Pensate che il signor Silvio Berlusconi sia un buon presidente? Tribunale dichiara Berlusconi Silvio colpevole dei reati a lui ascritti. Lo condanna alla pena di anni 7 di réclusion. Le 24 juin 2013, le président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, était condamné en première instance par le tribunal de Milan à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs. On savait que le Cavaliere était amateur de jeunes filles. Mais là, il avait dépassé les bornes en conviant à ses soirées Bunga Bunga, le nom qu'il donnait à ses parties fines, de jeunes filles mineures. Tout président du Conseil qu'il fut, les anticorps de la démocratie italienne mirent un coup d'arrêt aux agissements de Silvio Berlusconi et à sa carrière politique. Celui qui l'initia aux soirées Bunga Bunga, c'est son vieil ami le colonel Kadhafi. Le dictateur libyen, lui, n'avait rien à craindre de la loi. Il se servit de ses célèbres gardes du corps féminines comme esclaves sexuels pendant des décennies sans jamais être inquiété. Sûr, comme tous les tyrans, de sa toute-puissance et de son impunité. Tyrannie et sexualité, deux univers qui ne donnent jamais rien de bon quand ils se rencontrent. Quelle relation existe-t-il entre dictature et sexualité ? La sexualité des tyrans conditionne-t-elle leur pratique du pouvoir ? Et d'abord, existe-t-il une sexualité type des dictateurs ? Pour répondre à ces questions, nous allons vous raconter la vie privée des 4 plus grands dictateurs du XXe siècle. Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Staline et Mao Tse-tung. Benito Mussolini, chef de l'Italie fasciste de 1922 à 1945. 23 ans de dictature durant lesquels il combattra aux côtés de l'Allemagne nazie. Responsable de la mort ou de la déportation de millions de personnes, il conservera pourtant un ascendant sur les foules jamais démenti et un rapport aux femmes bien particulier. Alors son rapport aux femmes est commandé par un cynisme total. Didier Muset-de-Lac, professeur en histoire contemporaine, auteur du livre Mussolini. Et il a surconsommé. Alors il a consommé à la fois des comtesses, j'utilise le terme de consommer, à dessein. Il a consommé des comtesses, il a consommé des serveuses. Il ne s'arrêtait pas sur la beauté physique. Par conséquent, il a un rapport qui est un rapport, comme il le dit, qui est un rapport instinctif, primitif aux femmes. Il a besoin d'épancher sa sexualité débordante. Et quand il ne peut pas le faire, il est malheureux profondément. Donc il y a cette dimension qui est une dimension fondamentale de son être, je dirais. Et puis il y a la façon dont il procède sur le plan de cette sexualité. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de tendre, d'un grand amoureux. C'est plutôt quelqu'un qui expédie ses conquêtes. Alors ça, il l'a toujours fait. Ça se passe très très vite, parfois en 10 minutes, au maximum en une demi-heure. Et en fait, tous les lieux, à partir du moment où il se retrouve au pouvoir, sont agencés pour qu'il y ait une sorte de ballet continu qui lui assure la venue de la gente féminine dans les meilleurs délais et au moment où il l'a choisi. Et donc, il a consommé, surconsommé, à un point qu'on ignore aujourd'hui le nombre de ses conquêtes. Le nombre de maîtresses se compte-t-il chez Mussolini en centaines ou en milliers ? Peu importe en fait. C'est le mode de fonctionnement du dictateur qui est important.
Chez les dictateurs, tout est un petit peu excessif, tout est en excès. S'ils font justement des carrières extraordinaires, c'est parce qu'ils ont des talents extraordinaires. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens souvent supérieurement intelligents. Ce sont des gens qui ont une énergie surprenante. Pascal de Sutter, docteur en psychologie politique, auteur du livre « C'est fou qui nous gouverne ». Donc, ils vivent les choses toujours de manière un peu exponentielle par rapport au commun des mortels. Donc, tout va être dans l'excès, y compris la consommation sexuelle va être aussi dans l'excès pour certains d'entre eux. Benito Mussolini, c'était quelqu'un qui avait cette espèce d'énergie virile qui était aussi une énergie sexuelle dans son cas, et que vraiment les deux allaient en parallèle. C'est-à-dire plus il faisait l'amour, plus il avait des conquêtes, plus il se sentait rassuré dans sa virilité, plus il se sentait fort, plus il se sentait puissant, et plus il pouvait aller à l'assaut du pouvoir et faire ses conquêtes et avoir même un moment d'un délire de grandeur, vouloir reconstituer l'Empire romain. Oggi dico a voi, moltitudine che questo secolo, decimo, ventesimo, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Sur le plan sexuel, c'était la même chose, avec une grande consommation de femmes, en se prenant aussi peut-être pour un surhomme qui peut honorer l'état de femme, mais en n'allant pas jusqu'au bout non plus. Et on pourrait même faire un parallèle entre les conquêtes féminines et les conquêtes militaires de l'Italie, qui étaient dans les deux cas d'être très gourmand, mais pas être tellement gourmet, pas savoir vraiment aller en profondeur dans les choses. Mussolini a parfois même négligé les affaires de l'État pour passer du temps avec ses maîtresses. Et plusieurs de ces femmes ont joué un rôle central dans la construction de la personnalité du dictateur italien. Je dirais qu'il y a plusieurs femmes qui ont joué un rôle décisif dans son itinéraire. Certainement pas sa femme officielle, Rachele Guidi. Rachele Guidi est une femme qui va être la mère de ses enfants, la mamma, dans la tradition italienne. Et en fait, elle ne jouera aucun rôle, je dirais, direct dans la gestion de ses affaires politiques, ni même dans sa conception du monde. C'est une Romagnole, elle vient de son village, près d'Apio. Je dirais là-dessus, là, c'est tout à fait clair. Certaines de ses maîtresses, en revanche, auront un rôle très important au cours de la vie de Mussolini, et plus particulièrement trois d'entre elles. Angelika Balabanov d'abord. Femme politique d'origine russe, elle lui inculque les bases de la pensée politique et le transforme en homme du monde entre 1902 et 1914. Puis Margarita Sarfati, issue de la haute bourgeoisie milanaise, elle finance son ascension politique, le fait connaître dans le monde entier et complète sa formation intellectuelle entre 1914 et 1932. Clara Petacci, enfin, issue de la haute bourgeoisie romaine, elle va l'accompagner et grandement l'influencer dans sa conduite des affaires de l'État à partir de 1932, au point qu'on se met à murmurer dans les allées du pouvoir. Qui gouverne à ce moment-là l'Italie, Mussolini ou Petacci? C'est le problème. Alors on a dit au fond que c'était Petacci qui dirigeait. Je crois que non, on ne peut pas aller jusque-là. Puis, alors il a toujours dit, il le dit d'ailleurs la Petacci, mais les femmes n'ont jamais joué un rôle important dans ma vie, surtout pas sur le plan politique. Elles sont toujours restées à un certain niveau qui était le leur, précise-t-il. Mais elles jouent un rôle. Où, et c'est intéressant, le Diario, le journal de la Petacci, parce qu'on voit en fait qu'il y a un échange sur les grands dossiers, sur Hitler, sur la question des Français, sur le racisme, sur toutes sortes de choses. Et donc, il y a un échange incontestable. On n'est pas simplement dans un rapport où le dictateur vient honorer sa maîtresse et repart. Non, là, il y a effectivement une liaison au sens fort du terme. Et le Duce ne se contente pas de définir sa politique en compagnie de sa principale maîtresse, il s'affiche aussi ouvertement avec les autres. Donc un personnage, vous voyez, qui est là-dessus, on peut le définir comme un prédateur, mais un prédateur qui fait savoir, et ça c'est intéressant, qui fait savoir ses conquêtes. Alors il faut imaginer aussi que Mussolini, ça, on a du mal à comprendre ça aujourd'hui. On n'imagine pas un chef d'État se promener avec sa voiture de sport en Alfa Romeo
il va régulièrement à la mer et on peut dire qu'il drague. Il se montre effectivement à la pilotage de cette voiture qui fait du bruit, etc., où il fait tout pour être remarqué, au point qu'évidemment les gens se disent « Ah, mais sans doute c'est bien Mussolini, c'est le Duce qui est là en personne ». Et donc il attire les foules et puis il fait son choix. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de la Petacci. Donc c'est un personnage qui aime se montrer. Il aime se montrer aussi à cheval, il aime se montrer faire du ski, et il aime apparaître comme un athlète politique. Et je crois que c'est très important. Ça nous renvoie précisément à cette question du corps pour les fascistes, qui est une question essentielle. Le corps de Mussolini est toujours magnifié. Il faut toujours montrer que Mussolini incarne une jeunesse, des ressources, une énergie qui se confond d'une certaine façon avec le corps politique de l'Italie. Il y a là quelque chose de fondamental, car toute la construction mussolinienne repose sur cette idée que le corps politique, son corps physique, est source d'énergie pour l'Italie. Et qu'à partir de là, l'Italie doit puiser dans son énergie. Mussolini sert de modèle, en fait, pour créer le fameux homme nouveau, qui est à la base, au fond, de ce régime fasciste, qui est un régime totalitaire. Il popolo italiano avrà quindi il pane necessario alla sua vita. Non si sarebbe mai, dico mai, mai spiegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette grandi democrazie. Effectivement, il y a un rapport à la virilité qui est important pour un dictateur. C'est-à-dire un dictateur ne peut devenir un dictateur, ne peut diriger un pays que s'il montre au peuple un comportement extrêmement viril, presque caricatural. C'est typique chez Mussolini. Chez Mussolini, c'est flagrant. Chez les autres, peut-être un peu moins, mais chez Mussolini, c'est flagrant. Donc, et ça peut rejoindre également un côté un peu sexuel, donc d'être cet homme qui dégage des hormones sexuelles mâles puissantes, la testostérone, qui s'affirme chez le mâle, chez d'ailleurs la plupart des espèces, par de l'agressivité. Le mâle gorille le plus costaud, qui tape le plus fort, qui détruit le plus les gros bambous, eh bien, il va être celui qui va attirer les femelles. Donc en général, les dictateurs charment les femmes. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une sexualité, c'est que ce sont des grands charmeurs de foule. Ils charment les hommes. Mussolini, par exemple, est un peu l'homme que l'homme italien aurait voulu être. Alors donc on a aussi une fascination pour un homme qui représente un peu ce qu'on aimerait être, et on vit à travers lui. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, quand même, si moi j'étais cet homme de pouvoir, si moi j'avais ce bel uniforme, et si moi j'avais succès auprès des femmes, ça serait quand même extraordinaire. » On a envie d'être comme lui, donc on a envie de s'en rapprocher, donc de se faire membre du parti fasciste, de porter une chemise noire, de vraiment vouloir ressembler à notre homme idéalisé, à ce leader charismatique. Mais ce rapport avec les Italiens construit autour du corps de Mussolini va finalement se retourner contre lui, au fur et à mesure de ses défaites dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. Il finira fusillé, lynché et pendu en place publique avec sa maîtresse Clara Petacci, dans une sorte de catharsis collective. Lorsqu'on a fait l'autopsie le lendemain, on s'est aperçu que la tête de Mussolini était en bouillie. On avait tellement frappé, on avait donné des coups de pied, on avait cherché vraiment à détruire toute parcelle, tout élément de ce corps. En somme, on cherche à avilir ces corps. Pourquoi on cherche à les avilir? Précisément parce qu'on a tant aimé Mussolini, on l'a tant adoré, qu'il faut absolument détruire ces corps. Détruire toute la magie qu'avait recélé ce corps pendant plus de 20 ans et qui désormais était un corps qui devait disparaître définitivement. Le corps du dictateur comme incarnation de sa politique
Un autre tyran va aussi mettre cela en pratique, mais différemment. C'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, le pire des dictateurs du XXe siècle. Responsable de la mort de 50 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont 6 millions de juifs exterminés dans les camps. Au pouvoir pendant 12 ans, le plus grand criminel de l'histoire eut sa première amourette, à 36 ans seulement, avec sa petite nièce, âgée de 17 ans, Geli Raubal. Elle ne s'en remettra jamais et se suicidera en 1931. Pourtant, leur relation ne fut que platonique. Dans le cas de Hitler, la sexualité est une sexualité quasiment inexistante. On lui connaît en fait deux aventures entre guillemets, à savoir Geli Raubal, sa nièce. Avec Geli Raubal, ils font des petites promenades, vous savez, l'après-midi, même pas le soir. C'est vraiment, nous sommes là dans un monde tout à fait particulier. Et évidemment, ensuite, celle qui va marquer son empreinte à cet égard en devenant donc la compagne de Hitler, c'est Eva Braun. Eva Braun fut la deuxième et dernière compagne d'Hitler. Elle aussi avait 17 ans quand il la rencontra, et elle aussi se suicidera avec Hitler quand la guerre sera perdue. Mais les Allemands n'en surent jamais rien, et sa présence fut seulement tolérée par le dictateur. Si on regarde un petit peu son parcours dans la durée avec Adolf Hitler, on s'aperçoit qu'elle a eu beaucoup de mal à s'installer à côté de Hitler. Pendant très longtemps, Hitler l'écarte systématiquement. Tout ce qui est politique lui est interdit. Elle est considérée comme une sorte de petit oiseau par l'ensemble des nazis qui assistent à ces rencontres. Elle n'a aucun rôle, elle n'a aucune possibilité de s'exprimer. Et sur le plan justement des activités qu'on pourrait attribuer, je dirais, à une sorte d'avancée en matière sexuelle, il n'y a pas grand-chose, très très peu de choses. Ils se promènent, des fois ils se tiennent par la main, mais enfin, vous savez, je pense que c'est un infirme sur ce plan-là. Infirme affectif, et sur le plan sexuel, il n'y a pas d'identité. Dès sa tendre enfance, on peut dire qu'il n'est pas porté sur les choses sexuelles, sur les affaires du sexe, ça c'est indéniable. Dimitri Casali, professeur d'histoire, auteur du livre « Sexe et pouvoir ». Tout jeune, il n'était pas attiré par les femmes, il a fait plutôt une espèce de crainte, moi je pense, qui vient de sa méconnaissance des femmes. Étant dans un milieu d'hommes, étant engagé très jeune dans l'armée allemande, etc., c'était un homme qui fréquentait uniquement les hommes, les soldats. C'est un militaire, Hitler, extrêmement courageux, décoré plusieurs fois de la Croix de Fer, etc. Mais il avait cette méconnaissance des femmes qui l'ont toujours un peu effrayé, avec une certaine timidité aussi. Le plus grand dictateur du XXe siècle était donc pratiquement asexué, à tel point que de nombreuses rumeurs, comme son homosexualité, ont beaucoup circulé dans les chancelleries pendant toutes ces années au pouvoir. Il faut savoir qu'il y a aussi eu toutes sortes d'opérations d'intoxication menées par l'OSS, qui était l'ancêtre de la CIA aux États-Unis, pour faire croire, par exemple, qu'il aimait bien se faire uriner dessus, des choses assez dégueulasses pour le dévaloriser, qui n'étaient pas fondées. On a beaucoup parlé de la sexualité d'Adolf Hitler. Ce qu'on semble savoir aujourd'hui, c'est que c'était quelqu'un qui finalement était pas un homosexuel refoulé, contrairement à ce qu'on a dit. Il aimait beaucoup les femmes, il s'entourait de très jolies femmes. Il aimait beaucoup charmer les femmes, il aimait valoriser la femme allemande dans des tenues un petit peu sexy. Il aimait beaucoup la présence féminine, il aimait que les femmes le complimentent, il aimait charmer. Donc c'était vraiment quelqu'un qui clairement aimait les femmes. Mais par contre, visiblement, avait certains complexes, certaines difficultés à passer à l'acte. Donc là, typiquement, on a un dictateur avec un profil psychopathique, mais qui ne défoule pas son énergie dans la sexualité. Adolf Hitler va pourtant réussir à retourner les choses à son avantage et à se servir de son infirmité sur le plan politique.
Il devait absolument taire cette information confidentielle parce qu'un dirigeant politique qui fait preuve de peu de virilité, d'impuissance, est incapable de gouverner son peuple. Ça c'est une tradition monarchique et impériale qui remonte aux empereurs romains déjà, puisque l'empereur ou le chef d'État se doit d'être puissant sexuellement pour montrer qu'il est capable de gouverner son peuple. C'est vraiment le maître de la propagande, Hitler, et tout est réfléchi et pensé. Et effectivement, restant aussi dans un amour platonique, il présente aux Allemandes, au peuple allemand, cette volonté de rester justement le Führer qui est au-dessus des femmes, qui est toujours libre, qui n'est pas marié, puisqu'il recevait, je vous le rappelle, des milliers de lettres d'admiratrices chaque jour, quoi. C'était absolument hallucinant le pouvoir de ces dictateurs auprès de la gente féminine. Il y a de sa part une séduction qui est parfaitement assumée, mais qui n'est pas une séduction sexuée. Il n'y a pas de... Le Hitler sexué n'existe pas. C'est une non-personne. C'est quelqu'un qui est parvenu à érotiser l'Allemagne. Et là, il avait un certain talent, incontestable. L'érotisation, ça passait par sa personne, ça passait aussi par l'esthétique du politique, qui relayait sa personne, ça passait par Leni Riefenstahl. Il faut penser au congrès de Nuremberg de 1934. Dans le cas du nazisme, nous avons un corps de Hitler qui n'existe pas en tant que tel, qui est simplement le Führer, le guide absolu, et qui incarne, qui est le porte-parole de la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft. Hitler dira à cet égard que, à un moment donné, il dit, si mes souvenirs sont bons, dans un de ses discours, il dit « Qui suis-je, moi, Adolf Hitler ? Je ne suis rien, je ne suis que la bouche de l'Allemagne. » Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. C'est donc avant tout par le verbe qu'Hitler conquit les foules, et par là même le pouvoir. Pourtant, le régime nazi glorifiait le corps. C'était même l'un des fondements de sa politique, avec la volonté de créer une nouvelle race, la race aryenne. Mais Hitler lui-même était à 1000 lieues de cette représentation de l'arien idéal. Il jouait sur un autre registre. Tous les gens qui l'ont approché ont dit qu'il dégageait un magnétisme extraordinaire. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'apparence physique. Ce magnétisme, ce charisme, et encore aujourd'hui, certaines personnalités politiques qui crèvent l'écran, certains animateurs de télévision qui ont un succès comme ça répété, ce n'est pas spécialement des gens qui ont un physique extraordinaire, mais c'est des gens qui dégagent une forme de charisme, une étincelle. Et c'est très difficile à nous, occidentaux, de comprendre ça chez Adolf Hitler, parce que les extraits qu'on voit, qu'on nous présente, c'est toujours dans cette espèce de phase où il commence à crier, il a l'air complètement fou, exalté, parce que c'est ce qui avait été retenu par la propagande américaine et européenne pour justement dire, voilà, c'est un fou. Si on prend le temps, c'est un peu fatigant, mais prendre un discours d'Adolf Hitler au complet, il parle très longtemps, parfois pendant 2 heures, eh bien, pendant toute une partie du discours, il est très calme. Il parle les choses posément, il dit voilà, l'Allemagne a subi de nombreuses humiliations, c'est une situation qui n'est pas tolérable, nous avons été assez patients avec nos ennemis, eh bien maintenant nous n'allons pas nous laisser faire. Et il montait lui-même, il se boostait lui-même, s'excitait lui-même pour à la fin effectivement crier et hurler. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Denn als unsere Partei
gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Il va mettre en place non pas un échange classique, mais une médiation qui repose sur l'idée que la communauté va être régie par l'émotion, par un rapport à l'émotion. On abandonne le terrain de la raison. Donc il est évident que vous avez une sexualité qui passe par ces canaux du charisme, qui accompagnent le charisme. Et quand on interroge, cette fois-ci, la question de l'érotisme et de la sexualité, c'est pas une sexualité assumée par Hitler, ni du côté des hommes d'ailleurs, ni du côté des femmes. C'est une sexualité qui s'adresse à l'ensemble du peuple allemand. Sa volonté de séduire, qui est indéniable, hein, le plus grand séducteur, le plus grand comédien, c'est Hitler. Hein, on le voit, la manière dont il répétait ses discours et dont il a enflammé des foules absolument hallucinantes. Mais tous les témoignages sont là pour dire que c'est peut-être l'homme politique le plus charismatique qui ait jamais existé. Hein. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Hitler se concentra donc sur ses talents d'orateur et de séducteur, mais mit aussi sa sexualité, même inexistante, au service de son pouvoir. Ce ne fut en revanche pas le cas de son meilleur ennemi, un autre des grands dictateurs du XXe siècle, Joseph Staline. Joseph Staline, au pouvoir en URSS de 1929 à 1953. Un pouvoir absolu pendant 24 ans, à la fin desquels il finit par contrôler la moitié de l'Europe. Et des millions de morts à son actif, entre des purges à répétition pour éliminer ses adversaires intérieurs, et des famines dramatiques conséquences de ses choix politiques. La vie sexuelle, la vie privée et la vie politique, chez Staline, j'ai découvert, je vais utiliser un terme qui est clinique, il était complètement schizophrène, d'une manière un peu inconsciente et avec le temps consciente. Lili Marcu, historienne ayant grandi en Roumanie, auteur du livre « Staline, vie privée ». Il a eu des épouses, il a eu une maîtresse, peut-être encore 2, 3. Ce n'était pas un coureur de jupons, il n'était pas obsédé par ça. Ce type vivait que dans le politique. Si de temps en temps il y avait une maîtresse ou une épouse qu'on aimait ou un enfant qu'on adorait, oui, il avait aussi, comme je dis, une vie normale. Mais comme il est, on peut pas dire, il n'est pas comme nous, il est un genre de l'histoire, positive et négative selon les interprétations, mais c'est un personnage hors du commun, évidemment, alors tout est politique. Il n'était pas un homme que la chose, comme on dit, comptait beaucoup. Parce que le pouvoir, si on considère le libido freudien, son libido, il l'a mis dans le pouvoir. Comme certains écrivains qui ne couchent plus depuis belle lurette, le mettent dans leurs livres. Pour lui, ce qui comptait beaucoup dans le choix des épouses et de la maîtresse, c'est qu'il devait avoir confiance. Il sentait le besoin, lui qui était un méfiant, qui se méfiait même des membres du bureau politique. Une femme avec laquelle il était dans le lit, il lui faisait confiance. Et ça comptait énormément de pouvoir avoir confiance dans cette femme. Paranoïaque toujours sur le qui-vive, ayant sans cesse besoin de se rassurer, Staline eut donc seulement 2 femmes, avec lesquelles il eut 3 enfants, et 2 maîtresses connues. Sur sa vie sexuelle, au plan strictement génital, on ne sait rien. On ne sait pas s'il avait des habitudes, des goûts particuliers, inhabituels, au lit, ça on ne sait pas. Paul Fuchs, psychanalyste, auteur du livre « Staline, pervers narcissique ». On peut imaginer qu'il était plutôt du genre macho géorgien précoce, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Staline a eu peu de relations alors qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus. Parce que de se taper des tas de femmes, ça ne lui donnait pas la possibilité de dominer le pays et de dominer le continent. Voilà. Et lui, ce qui le faisait bander, c'était dominer. D'une manière ou d'une autre. Et si possible, à grande échelle.
D'accord, mais on est bien dans une notion de jouissance quand même. Sa jouissance, c'était de dominer. Voilà. Il quittait ses femmes, il s'absentait, sans jamais prévenir évidemment, il revenait quand ça l'arrangeait. Mais pourquoi s'absentait-il? Pas pour aller au bistrot avec les copains, pour aller faire ses mauvais coups de dictateur au Politburo. Hein. C'est ça qui était sa motivation principale, sa jouissance. C'est ça qui lui procurait du plaisir. Staline délaissa tellement ses femmes que la deuxième et la principale, Nadejda Alelouyeva, épousée en 1919, se suicida en 1932. Cela fut caché au peuple. On parla d'appendicite. Et Staline ne comprit jamais l'acte de sa femme. Les deux femmes de Staline, la première meurt de maladie, la deuxième se suicide. Et visiblement... Donc il est veuf 2 fois. Il est veuf 2 fois et il en est très affecté, d'après ce qu'on sait. Très affecté. C'était une femme très compétente qui a travaillé pour Lénine, a travaillé pour lui. Elle a s'inscrit à la fac, elle travaillait en même temps, elle écrivait dans des revues. Il a énormément aimé cette femme. Jusqu'à la fin de ses jours, sa photo était dans sa chambre. Et il n'a jamais compris pourquoi. Et comme c'était avec l'âge, vers la fin, parano, il a toujours pensé à un complot. Or, il n'y a pas eu de complot. Elle s'est suicidée, c'est tout. Nadejda se rebellait, elle croyait à cette histoire de communisme, à l'idéal bolchevique. C'était pas des vains mots pour elle. Donc elle ne pouvait qu'être bouleversée par ce qu'elle avait appris au sujet de la famine en Ukraine. Elle était bouleversée de voir tous les compagnons de Lénine éliminés les uns après les autres. On sait qu'elle est allée assister aux funérailles, je ne sais plus, Joffé, d'un trotskiste notoire qui s'était suicidé. On a trouvé chez elle, après sa mort, un texte dit de la plateforme de Ryutin, qui était un opposant à Staline. Donc, ça ne pouvait que la plonger dans la détresse de voir qu'elle était, d'assister à cette horreur qui se déployait devant elle, alors que tout le monde était soit dans l'adulation, soit dans la terreur. Quand Nadia est morte, quand Nadia s'est suicidée, Staline a dit aussi « Maintenant, je ne crois plus en l'humanité » ou quelque chose comme ça. J'ai perdu toute humanité. Ah non, mais il a été anéanti. Anéanti. Ça a été pour lui l'horreur. Est-ce qu'il n'en est pas devenu plus cruel par la suite? Je ne sais pas si c'est ça qui a aidé, parce que je vous dis, ça fait partie de sa vie privée. Lui, cruel, c'était que lorsqu'il s'agissait de sa politique. Ça, c'est pas politique. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des psychopathes sont extrêmement durs avec les autres et extrêmement sensibles pour eux-mêmes. Je ne sais plus quel auteur disait « Tuer n'apprend pas à mourir ». Et donc, on imagine parfois que les psychopathes sont dénués de sentiments. C'est inexact. Les psychopathes sont dénués d'empathie, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la souffrance des autres ne les touche pas. Donc la souffrance que sa femme a pu vivre, parce que si elle s'est suicidée, c'est peut-être parce qu'aussi lui avait des comportements qui n'étaient pas tout à fait appropriés. Donc la souffrance de l'autre ne les touche pas. Mais par contre, quand eux souffrent, là, c'est la souffrance la plus terrible et tout le monde devrait les plaindre, tout le monde devrait pleurer avec eux. Et ça ne les empêche pas, eux, de sentir vraiment une souffrance profonde de ce qu'ils vivent à ce moment-là. D'ailleurs, il a dit « Mais comment a-t-elle pu me faire ça ?» Voilà. À moi. À moi. Donc elle s'est suicidée, il ne s'est pas posé la question pourquoi s'est-elle suicidée, est-ce qu'elle était malheureuse, est-ce que moi je lui ai fait quelque chose qui aurait pu l'amener à ce comportement. Ça, il ne s'est évidemment posé aucune question parce que ce que lui fait subir aux autres, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais moi, comment est-ce qu'on peut me faire ça à moi? Comment est-ce que moi, on peut me faire souffrir? Comment est-ce que moi, on peut me mettre dans une situation ambivalente? Mais Staline, c'était vraiment, il est un exemple presque clinique du psychopathe absolu. Et en bon psychopathe, Staline va aussi utiliser la sexualité à d'autres fins. Tout dictateur absolu est amené à utiliser le sexe comme instrument politique. Il arrivait à séduire les femmes de ses ministres, de ses généraux, des cadres du parti, pour mieux ensuite les manipuler. C'est-à-dire qu'il tirait certaines informations qu'il détournait, bien sûr. Souvent, ce n'était pas si grave que ça, mais ça suffisait à les faire soit arrêter, les faire envoyer en Sibérie, ou alors il les faisait exécuter.
C'est le sexe comme arme politique, hein, c'est-à-dire qu'il s'en sert pour manipuler, pour contrôler. C'est une arme de contrôle hein, de ses proches, de la nomenclatura, des cadres du parti, et il le fait pratiquement avec tous les personnages importants, quoi. Et dans la propagande du régime, la sexualité était-elle présente? Je ne crois pas, parce que l'égalité des sexes était prônée, l'émancipation de la femme était valorisée, même si elle ne l'était pas dans les faits réels. Mais au niveau du discours, ça se disait. Et non, ce n'était pas une sorte de Mussolini. Hein. La propagande autour de la personne de Staline se plaçait en effet sur un autre niveau, celui du petit père des peuples, un papa rassurant pour chaque citoyen russe. Il y avait une croyance qui s'est répandue dans une large partie du peuple, dans la bonté de Staline. Et puis, regardez-le, son visage bonhomme, ses expressions paisibles, Staline prenant une petite fille dans ses bras, recevant des fleurs de la part d'enfants venus en délégation. Mais comment un homme pareil peut-il être mauvais? Il ne peut être que bon. Mais finalement, il a acquis presque une image de Dieu vivant. Mais pas presque, tout à fait. Il suffit de voir le film fait dans les années 50, La prise de Berlin, où on voit Staline en bel uniforme blanc qui descend d'un bel avion blanc, et on dirait le Dieu qui descend d'un nuage pour aller vers son peuple. Il a été déifié, absolument. Товарищи, сегодня мы празднуем великую победу над германским фашизмом. Même si un acteur tenait le rôle de Staline, les faits étaient saisissants. L'historienne Lili Marcoux était adolescente pendant les dernières années de pouvoir du dictateur. Quand on voit Staline descendre, moi je me souviens, j'étais dans la salle, je pleurais comme une madeleine. C'était tellement émouvant, tellement fort. Mais Staline, il d'abord, c'est ça, il se met en scène. Parce qu'il a toujours pensé, comme Lénine, que le cinéma, c'est le meilleur moyen de la propagande. Vous, petite fille, vous étiez amoureuse de Staline? Oui. Oui. Je regrette beaucoup que je n'ai pas ce texte. Je payerais cher. J'avais 16 ans quand j'ai écrit une lettre à Staline. C'était après la chute de Berlin. Une longue lettre. Quand mon père l'a trouvée, il a eu le choc de sa vie. Parce que c'était une lettre d'amour. Mais j'avais 16 ans. Il était plus mon père. C'était mon père. Quand il est mort, mon père, après, j'ai senti exactement la même douleur que lorsque Staline est mort. Encore maintenant. C'était une douleur insupportable. La même douleur quand votre vrai père est mort oui, et quand Staline est mort. Absolument. Vous mettez ça sur le même niveau. Même niveau. Peut-être plus pour Staline. Comme Lili Marcoux, des dizaines de millions de soviétiques se sentiront réellement orphelins à la mort de Staline. Et des dizaines de milliers d'entre eux se rendront aux grandioses funérailles du dictateur. Le Chinois Mao Tse-tung régna plus d'un quart de siècle sur un quart de l'humanité. Il fut responsable de la mort de dizaines de millions de personnes entre famine et déportation d'opposants politiques. Mao fut un grand amateur de femmes. Il eut 4 épouses, plusieurs concubines qui l'accompagnèrent de nombreuses années, des centaines de maîtresses passagères. Et il ne les traita pas mieux que Mussolini, Hitler ou Staline. En général, Mao traitait les femmes comme des objets, comme il traitait toutes les autres personnes dans sa vie. Andrew Nathan, professeur de sciences politiques, préfacier du livre « La vie privée du président Mao ». Pour lui, la fin justifiait les moyens et il ne respectait pas la subjectivité des gens, l'indépendance des gens. Il profitait juste des gens quand il pouvait le faire, par ambition politique ou, dans le cas de la sexualité, quand il pouvait le faire, simplement par appétit sexuel. Il a donc utilisé les femmes et ceci est le centre de sa sexualité.
Ça veut dire qu'il commençait à s'intéresser à une femme, qu'ensuite il s'en servait et puis il s'en débarrassait. Parfois, il se servait d'une femme pour une longue période. Il semblait continuellement intéressé par la même femme et parfois il s'en servait juste pour une courte période. Parfois, il se servait des femmes à des fins politiques, comme il fit à un moment de sa vie avec Jiang Qin, sa femme. Je dirais donc que le mot-clé de sa vie sexuelle était se servir des gens. Cela vaut en premier lieu pour les épouses de Mao, avec lesquelles il eut pourtant 10 enfants. La première, il la délaissa. La deuxième également. Elle fut capturée pendant la longue marche et exécutée par ses ennemis du Kuomintang. Il répudia la troisième qui finit à l'hôpital psychiatrique, et la quatrième, Yang Qing, eut un rôle bien particulier à ses côtés pendant 38 ans. Jiang Qin a eu beaucoup de pouvoir. Quand la révolution culturelle a commencé, c'était supposé être une révolution à propos de la culture. Et Jiang Qin était en situation d'autorité dans le domaine de la culture. Son pouvoir et le pouvoir des gens qui lui étaient liés s'est développé et est devenu beaucoup plus que culturel. Il est devenu de plus en plus politique. Et ils étaient en mesure de désigner des personnes comme suspectes, comme des ennemis, et de persécuter beaucoup de gens. Ils ont notamment fait cela dans le domaine du théâtre et de la littérature et d'autres secteurs de la culture. Elle avait le pouvoir de faire tout cela, même si elle n'avait plus vraiment de relations personnelles avec Mao. Mao la voyait vraiment rarement, mais elle autorisait Jiang Qin à agir ainsi car elle lui était utile. C'est pour ça que ce n'était pas la peine pour lui de divorcer. Il n'en avait pas besoin et elle a exécuté beaucoup de basses besognes dont il ne voulait pas assumer la responsabilité lui-même. Elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Ça, il n'y a pas de doute. Mais comme elle l'a dit à son procès, j'étais le chien de Mao et si Mao me disait de mordre, je mordais. Et il y a beaucoup de bonnes raisons à cette explication parce que Mao se servait d'elle, comme de tout le monde, et l'utilisait pour attaquer ses ennemis, créer des perturbations et ainsi garder une atmosphère qui était propice pour conserver son pouvoir. Notez que c'est parfois les femmes de dictateurs psychopathes sont elles-mêmes un peu psychopathes. Hein. C'est pas qui se ressemblent, ça semble, et donc ce sont parfois des femmes qui ne vont pas empêcher les massacres, mais au contraire parfois les pousser ou les favoriser. Ce qui était le cas de Yang Qing. Voilà, effectivement. Sa femme, même s'il ne couchait plus avec elle. Voilà, c'était une femme dragon un peu comme ça, qui avait un énorme pouvoir et qui va influencer son mari dans un sens plutôt négatif et pas dans un sens d'apaisement. Il y a eu quelques cas dans l'histoire où la femme a réussi un peu à apaiser son partenaire, mais il y a eu des cas où c'était l'inverse, où elle le pousse au crime, elle le pousse à aller davantage plus loin encore dans les massacres, dans les exécutions. Pendant que Yang Qing s'occupait des purges dans le parti, Mao, lui, multipliait les concubines. Et on a parlé de milliers de femmes dans son harem, c'est vrai ? Je ne pense pas que des milliers de filles dans un harem soit une bonne manière de voir les choses. Il avait des filles en série plutôt, pas un groupe de 1000 filles dans lequel il piocherait comme dans des harems classiques. Les chefs participaient par exemple à des soirées dansantes et l'armée de libération populaire avait des troupes de divertissement comme d'autres armées ont des troupes musicales ou des troupes d'amusement. Ils avaient des troupes de jeunes filles artistes qui étaient musiciennes, qui pouvaient chanter et danser. Et il invitait ces comédiennes de l'armée de libération populaire à venir danser aux fêtes avec les hauts dirigeants. Mao dansait avec ces jeunes filles et s'il se sentait attiré par l'une d'elles, il disait à son garde-corps personnel, Wang Dongqing, celle-ci est vraiment attirante. Et Wang Dongqing faisait ce qu'il fallait pour que cette personne lui soit présentée, des fois deux en même temps.
Mais ce n'était pas vraiment un harem, c'était plutôt un vaste va-et-vient. Un autre endroit où il pouvait choisir des filles de la même manière, c'était dans son train privé. Son train privé avait des hôtesses, comme nous avons des hôtesses sur les compagnies aériennes. Et s'il était attiré par quelqu'un, il indiquait qu'il était intéressé par telle fille et cette fille lui était présentée. En général pour un court moment, mais parfois ça pouvait aussi durer plus longtemps. Plus Mao vieillissait, et plus les filles auxquelles il s'intéressait étaient jeunes. Pour Mao, c'était vraiment, oui, cette volonté de se régénérer à travers la chair fraîche de ces jeunes concubines qu'il prenait de plus en plus jeunes, puisqu'à la fin de sa vie, on parle de jeunes vierges de 15 ans, quoi, c'est-à-dire de très 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 jeunes filles. Et il y a cette volonté certaine, oui. Il faut dire aussi que dans la tradition chinoise, faire l'amour le plus longtemps possible avec une jeune fille, puiser dans l'énergie de sa féminité, dans sa lubrification, c'est quelque chose qui permet à un homme de vivre très vieux. On pensait même qu'un homme qui parvenait à ne pas éjaculer et faire l'amour régulièrement avec des jeunes femmes qui pourraient donner beaucoup de leur essence féminine, ferait qu'un homme pourrait rester immortel. Donc, vu que c'était dans la croyance chinoise traditionnelle, c'était pour lui une façon de croire à une forme d'immortalité, ou en tout cas d'essayer de vivre le plus vieux possible. Mao vécut vieux, en effet. Il mourut à 83 ans, et plus son pouvoir fut installé, plus le recrutement de ses concubines devint sophistiqué. Alors, c'est la tradition du gynécée impérial qui remonte jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, il y avait cette espèce de harem chinois et d'organisation administrative très, très, très bien hiérarchisée, où des fonctionnaires parcouraient l'empire entier pour trouver des concubines pour l'empereur, justement. Et les plus jolies femmes devaient appartenir au gynécée impérial. Et c'est intéressant pour le dirigeant communiste qu'était Mao. Il n'a pas du tout réformé ses traditions. Il s'est au contraire inscrit dans cette lignée et où il était particulièrement à l'aise, puisqu'on l'a surnommé l'empereur aux 3000 vierges. On l'a surnommé. Voilà, Mao Tse-tung avait 3000 vierges. De toute façon, personne en Chine n'était au courant des frasques de Mao, sauf les dirigeants du premier cercle, qui n'y voyaient pas problème. La plupart des hauts dirigeants avaient une vie sexuelle très libre. Ils se mariaient, divorçaient, se remariaient, redivorçaient. Ils avaient des maîtresses et au niveau des hauts dirigeants, c'était vu comme moderne, comme socialiste. Parce que souvenez-vous par exemple Engels, dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », Engels a écrit que le socialisme devait se débarrasser de cette institution bourgeoise qu'est le mariage monogame, qui lie une femme et un homme au nom de la propriété, et que les gens devaient tomber amoureux parce qu'ils étaient amoureux, c'est tout. Il appelait cet amour l'amour sexuel, signifiant le vrai amour libre. Et les socialistes ont interprété cette idée en Europe, en Russie, en Chine, comme l'idée que cet amour libre était moderne et anti-bourgeois. Donc les dirigeants ont pensé que c'était correct de faire cela, que c'était révolutionnaire. Mais ils n'ont pas répandu ces idées dans la population parce que la population avait un esprit très traditionnel et ne pensait pas de cette manière. Et puis les dirigeants voulaient que la population ait une vie puritaine, ne pas porter de vêtements sexy. Tout le monde portait les mêmes vêtements, hommes et femmes, des coupes de cheveux asexuées, pas de maquillage, toutes ces choses qualifiées de bourgeoises. Donc l'idéologie sexuelle du Parti communiste chinois était écartelée entre ces deux idées contradictoires. Il y avait un double langage, il y avait ce qu'il appliquait pour lui, qui était vraiment très libertin, on va dire, et ce qu'il imposait à son peuple, qui était vraiment très puritain, alors que la Chine n'a pas toujours été une société puritaine. La Chine avait tout un art de l'amour très sophistiqué, et sous Mao, au contraire, c'était le puritanisme absolu, vraiment les rapports sexuels très réglementés, dans un cadre très précis, avec une répression assez forte. Durant la période du grand bond en avant, où Mao voulut développer la Chine à marche forcée, les choses se resserrèrent encore un peu plus en matière sexuelle.
Dans le petit livre rouge, il est écrit qu'il vaut mieux tuer un moustique que faire l'amour. C'est une illustration de cela ? C'est une illustration de ce qui s'est passé en particulier pendant la période du grand bond en avant. Mao avait cette politique qu'on peut appeler une politique productiviste. Les gens devaient mettre toute leur énergie dans les tâches de production. Et il ne voulait pas que les gens aient une vie privée. Il ne voulait pas non plus que les gens aient une communication privée, qu'ils parlent à quelqu'un d'autre de quoi que ce soit. Il ne voulait pas qu'ils aient de relations privées, même une relation entre un mari et femme, même une relation entre parents et enfants devait être transparente, était supposée être transparente pour le régime. Les dictatures veulent toujours pénétrer la sphère privée, pénétrer les familles et s'assurer que rien de secret ne s'y passe. Et ceci n'est pas bon pour la vie sexuelle qui doit être privée. Cette citation de « tuer les moustiques » est donc une illustration de l'idée que les gens devaient passer leur temps à augmenter les rendements et que la sexualité était une perte de temps. Il faut dire que la Chine, contrairement aux dictatures italiennes, allemandes ou russes, n'avait pas besoin d'encourager la natalité. Elle était déjà, et de loin, le plus grand pays du monde. Selon Mao, et contrairement à lui, le peuple pouvait donc se passer de sexualité. De Staline à Mao, de Mussolini à Hitler, la sexualité des plus grands dictateurs du XXe siècle ne fut donc pas uniforme, mais toujours empreinte d'abus et de perversion. Une pratique dictatoriale du pouvoir ne semble donc pas créer une sexualité débridée, mais elle en renforce indéniablement les travers et en repousse les limites. Consommation, exploitation, manipulation, intimidation, détournement de mineurs, incitation au suicide, les dictateurs se comportent avec leurs femmes exactement comme avec leur peuple, en tyrans impitoyables.